Merci de vous être connecté à ce webinaire. On va peut-être attendre quelques secondes le temps que tout le monde se connecte tranquillement. Je vous présente en face de moi ma collègue Mathilde Granier qui va m'aider à modérer ce webinaire et qui prendra vos questions à l'écrit et m'en passera certaines à l'oral. Moi, je vais vous présenter toute la présentation. Et puis voilà, Mathilde m'aidera à modérer comme ça. Bonjour à tous, je vois que ça répond dans le chat, c'est très bien, tout fonctionne. Alors, je vais projeter, enfin je projette déjà, mais je vais vous mettre en grand la présentation. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, comme vous le savez, pour parler des Journées européennes des métiers d'art 2024. On va faire un rapide tour sur les grands axes de l'édition, les dates, le thème, la communication, etc. Et ensuite, je passerai sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire les inscriptions, et je vous ferai une démonstration en direct en partageant mon écran sur le nouveau formulaire et comment on s'inscrit. Alors, nouveau formulaire, en fait, pas de panique, hein, puisqu'il s'agit d'un formulaire qui est celui qu'on utilisait auparavant, donc rien non plus d'hyper nouveau ou choquant. C'est juste, voilà, on va refaire un petit tour ensemble pour que tout le monde soit bien à l'aise. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Je répondrai au plus générique à l'oral et puis Mathilde peut répondre à l'écrit aux questions très pertinentes et très pointues. Voilà. Alors, on va commencer tranquillement. L'édition de cette année, comme vous le savez, elle se tient du 2 au 7 avril. Ce sera un thème autour de la jeunesse avec le thème sur le bout des doigts. L'idée, c'est vraiment de montrer et de rappeler que les GEMAS sont avant tout un événement familial et donc il y a beaucoup d'enfants et de familles qui se déplacent pour cet événement. Et l'idée derrière ce thème, c'est de se dire augmentons autant que possible le nombre de programmations dédiées aux enfants et aux familles, parce qu'on se rend bien compte que dans les GEMA, ce qui plaît beaucoup, c'est voilà, pouvoir toucher la matière, pouvoir essayer, et les familles viennent d'autant plus quand elles voient que sur vos fiches événements, il y a un vrai paragraphe dédié aux enfants, de dire si vous venez avec un enfant, je lui proposerai ça. Et on sait que les parents sont assez friands de ce genre de choses, donc on voulait encourager ce thème-là cette année. D'autant plus que la jeunesse est un axe plus que pertinent dans les métiers d'art, hein. Comme vous le savez, il y a plein de métiers qui ont besoin de plus de professionnels, qui ont besoin de répondre aux enjeux de transmission. Donc voilà, il faut investir tous ensemble collectivement dès maintenant dans la transmission au grand public et au jeune public pour que demain, on crée des vocations, on crée des nouveaux amateurs et consommateurs de métiers d'art. Pourquoi participer? Bon, je pense que si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous avez déjà envie de participer, mais pour petit rappel, c'est quand même un événement qui est un événement national et européen qui est d'ampleur. Vous bénéficiez, si vous participez, de toutes les actions de communication qu'on fait à l'INMA au niveau national, mais aussi avec les coordinations régionales à l'échelle régionale et parfois même à l'échelle très locale, puisque il y a des mairies, des communes, des offices de tourisme, des musées, des structures culturelles qui s'inscrivent, qui participent et donc qui vous font bénéficier aussi de la communication locale qui fait tout un maillage autour de vous. Donc voilà, c'est quand même un événement de grande ampleur dans lequel vous allez prendre part. Et l'idée, c'est de proposer à votre public de vous rencontrer, de venir découvrir votre métier et de passer la porte de l'atelier qui sera grande ouverte, porte ouverte. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller à la rencontre du plus grand nombre pour, comme je disais, susciter des vocations. Et puis pour vous, ça peut être aussi des opportunités de vente, ça peut être des rencontres pour de futures commandes. Je dis opportunité de vente parce que, comme vous le savez, les GEMA sont un événement qui est gratuit et qui doit le rester, mais ça ne nous empêche pas, par exemple, d'avoir une gamme de produits à premier prix, petite gamme facilement achetable pour le visiteur. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait développer des choses qui soient accessibles. Voilà, je crois que j'ai à peu près raconté ce que vous pouvez lire ici, mais donc toutes ces raisons font que on vous encourage, on vous dit bienvenue dans cet événement qu'on va faire tous ensemble. Pour l'édition 2024, comme pour l'édition 2023 l'année dernière, toutes les régions métropolitaines sont engagées à nos côtés dans la coordination. En tout cas, on a un relais en région, que ce soit dans la chambre de métiers régionale ou au conseil régional pour certains. On a également 4 Drumcom qui sont, comme l'année dernière, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Wallis et Futuna. Vous retrouverez les contacts de votre coordinateur ou coordinatrice régionale sur cette page que je vous ai bien affichée ici sur le site des GEMA dans l'onglet En région.
vous aurez le contact de votre personne référente. Donc n'hésitez pas pour toute question après ces webinaires, si vous avez un besoin dans les inscriptions, si vous avez du mal, si vous cherchez une ville qui fait une manifestation près de vous parce que vous voulez vous rattacher à un événement collectif, ce genre de sujet, vous pouvez tout à fait contacter votre coordination régionale, sachant que elle saura sûrement mieux vous répondre que nous sur des questions locales, puisque nous, on est quand même à l'échelle nationale, on a moins en tête forcément tous les événements qui se passent partout sur le territoire. On les aura bien sûr en gérant les validations des inscriptions, mais voilà, votre référent local, ce sera vraiment en région. Et je vous ai remis l'info en Europe. L'année dernière, on a eu 24 pays qui ont participé au GEMA 2023. Cette année, on en a déjà 13 qui nous ont reconfirmé leur participation et je ne doute pas qu'on atteindra au moins la vingtaine, comme la majorité des années qui se sont écoulées dernièrement. Comme vous le savez, on met chaque année un pays et une région à l'honneur depuis 2022. L'idée, c'est vraiment de célébrer l'ancrage territorial des métiers d'art et de valoriser des territoires. Ça nous donne des éléments de communication aussi pour que chaque année, on puisse raconter des choses différentes à la presse. Pardon, petit souci technique de lumière de notre côté. Mais voilà, donc cette année, l'Auvergne-Rhône-Alpes est à l'honneur, si vous ne le saviez pas encore, et puis le Portugal au niveau des pays européens. Ce sont 2 territoires qui sont bien actifs dans les GEMA. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, on ne présente plus les GEMA, bien sûr, il y a une très grosse mobilisation. Et puis au Portugal, je vous ai remis quelques informations. C'est un pays qui est assez impliqué, avec qui on va travailler pour faire le premier lancement international des GEMA aussi. Voilà. On va faire les premiers rendez-vous d'exception portugais. On met plein de choses en place pour valoriser le pays et on fait comme ça chaque année un pays et une région. 2-3 conseils un peu bonne pratique. On a créé une actualité sur le site que vous pouvez aller consulter. Ici aussi, je vous ai remis le lien. Voilà, Journée des métiers d'art / bonne pratique. C'est tout simple et à la fois, c'est toujours mieux de dire les choses simplement. Donc, on vous a remis dans cet article toutes les bonnes pratiques, nos bons conseils, en tout cas pour à la fois accueillir les différents types de publics et à la fois communiquer. Donc, je vous ai remis ici 2-3 grandes lignes. Voilà, l'idée c'est que pour les GEMA, on est sur un événement très grand public, donc vous pouvez accueillir à la fois le grand public, mais aussi des publics plus spécifiques. Donc, le jeune public dont on parlait pour la thématique, mais aussi des scolaires, des classes pendant la semaine. Pour ça, on vous encourage à vous rapprocher par exemple des écoles locales, des professeurs si vous en avez dans votre entourage. Et puis, ça peut être des scolaires de tous les âges d'ailleurs, hein. On peut partir des très jeunes jusqu'aux lycéens, jusqu'aux étudiants. Il n'y a pas d'âge pour découvrir le métier d'art. Et puis, on a vocation aussi à ouvrir les GEMA à tous les publics en situation de handicap. Donc, vous trouvez sur cette fiche bonne pratique une petite fiche technique très pratico-pratique construite avec un partenaire qui est spécialisé sur le sujet pour vous expliquer comment accueillir le public en situation de handicap, parce qu'on sait que c'est pas forcément intuitif, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce sujet. Donc voilà, et dans votre inscription, vous pourrez refléter tous les publics que vous pouvez accueillir. Vous verrez qu'il y a des boutons à cocher en fonction de si vous pouvez, si vous vous sentez à l'aise, si vous avez un atelier qui est accessible, voilà, pour accueillir des publics en situation de handicap, comme le jeune public d'ailleurs, il y a un champ dédié, vous allez voir. Je vous invite aussi à voir sur ce même article de bonnes pratiques, on vous a aussi relisté toutes les bonnes pratiques communication. Ça va sans dire, mais c'est toujours mieux de le dire. Voilà, vous avez le kit de communication qui est accessible sur cet onglet d'ailleurs, sur cette même page, que vous pouvez télécharger, puis vous pouvez imprimer les affiches, personnaliser l'affiche avec votre texte à vous si vous le souhaitez. Ensuite, évidemment, on vous encourage à compléter toute la communication que nous faisons, parce qu'une affiche sur votre atelier, c'est précieux, et nous, on ne peut pas en mettre sur les ateliers de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à afficher votre participation, à la partager dans les commerces autour de chez vous. Si vous avez une mairie, un office de tourisme, un panneau d'affichage quelque part, c'est toujours précieux de reparler de son événement à soi, parce que c'est vrai que le meilleur public, ce sera celui qui est très proche de vous, qui est très local. Et les gens passeront à l'atelier si vous leur dites que, en fait, dans le village, il y a quelque chose, dans la ville, dans les environs. Les gens sont toujours intéressés de voir ce qui se passe près de chez eux. Donc, n'hésitez pas. Et également, bien sûr, tout ce qui est réseaux sociaux, sites, etc. Vous avez dans le kit de com tous les supports qui soient à la fois imprimables et à la fois pour les supports digitaux. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, enfin, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à suivre nos pages, que ce soit Instagram, Facebook, la newsletter, ce genre de choses, ou à nous écrire aussi. Mais voilà, restez informés, on reste
dans la boucle ensemble et puis nous, on vous tient au courant des évolutions. Voilà, donc en gros, cet onglet bonnes pratiques, c'est un espace dédié pour vous donner tous les conseils qu'on peut donner en tout cas. Je passe au sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Les candidatures sont ouvertes, comme vous le savez, et comme tous les ans jusqu'au 31 janvier. Cette année, je vous préviens juste que nous ne ferons pas de report. Il y a eu des années où on a rajouté un peu de temps en février pour les inscriptions, ce qui peut poser problème ensuite pour nous dans les phases suivantes de communication autour de l'événement, parce qu'on a besoin de prendre le temps de valider tout le monde, et donc c'est un temps qui est nécessaire. Donc il faut qu'on arrête les inscriptions au 31 janvier. Donc, deadline 31 janvier inclus bien sûr, mais ce sera tout. Et puis nous, de notre côté, avec les coordinations régionales, on s'engage à valider toutes les fiches avant la fin du mois de février. Vous aurez un retour sur votre candidature. Et sachez que même si votre candidature est validée, par exemple, dès le mois de janvier, on mettra en ligne toutes les programmations à partir de la mi-février. L'idée, c'est qu'on ait une carte qui soit d'abord vide, puis qu'il y a un afflux d'un coup de tous les événements. On ouvre la programmation à la mi-février. Voilà, donc ça change un peu par rapport à d'habitude. C'est quelque chose de nouveau, mais l'idée, c'est que il n'y ait pas de 1, 2, 3 événements sur la carte. On a envie que le public puisse arriver sur une carte où il y a déjà plein de choses. Donc, tout sera mis en ligne mi-février. Ne vous inquiétez pas si vous recevez un mail de validation et que vous ne voyez pas encore votre fiche en ligne. C'est normal. Si vous avez un mail de validation, votre fiche est validée. Pas de souci là-dessus. Pour les modalités, je vous les ai remises, mais là aussi, c'est comme tous les ans. Si vous êtes un professionnel qui participe en porte ouverte d'atelier, on vous demande de participer à minimal samedi et le dimanche de 10 à 18. C'est pas pour vous obliger et être trop exigeant, c'est seulement que le public est disponible le samedi et le dimanche. Et d'ailleurs, le dimanche, c'est le plus gros jour d'affluence. On le sait, tous les ans, ça se reflète dans les enquêtes qu'on fait. Donc, ne pas ouvrir le dimanche, c'est dommageable pour vous. Et c'est dommageable pour l'événement au collectif, puisque ça veut dire que le public va se déplacer et trouver porte close, ce qui est vraiment dommage. Donc on vous demande de participer le samedi et le dimanche. Voilà, pour cet événement qui est gratuit pour tous, c'est un peu la seule règle à respecter. Pour ce qui est des manifestations collectives, de tout ce qui est événements organisés par des institutions culturelles, des musées, des structures, des communes, des offices de tourisme, on est sur également une participation nécessaire le samedi et le dimanche, cette fois à horaire libre, parce que ça va dépendre des salles polyvalentes, des musées, de plein de structures différentes. Donc les horaires sont libres. Et pour les établissements de formation qui participent, puisqu'on est sur des structures un peu différentes, les dates et horaires sont libres. Vous verrez, je vais vous montrer tout de suite dans le formulaire, quand vous vous inscrivez, vous choisissez bien dès le départ votre profil et ce profil va ensuite décider de votre inscription. Donc je vous invite à vraiment bien réfléchir à votre inscription. Si vous êtes un pro seul qui ouvre son atelier, vous vous inscrivez en tant que professionnel. Si vous êtes un collectif de, une association de 10 artisans qui est dans une salle polyvalente, une salle communale ou que sais-je, vous inscrivez en manifestation parce que c'est une manifestation collective. Et si vous êtes un établissement de formation, eh bien, vous ouvrez vos portes en tant qu'établissement de formation. Voilà. J'attire juste votre attention, mais je vais vous le montrer tout de suite, sur le fait qu'il va falloir créer un compte sur cette plateforme, puisque c'est un nouveau formulaire, comme je le disais au début de ce webinaire. Donc, on ne bougera plus ensuite, mais voilà, cette année, on vous demande de créer un compte avec votre mail et votre mot de passe. Tout de suite, voilà, bon, ça c'est l'email contact, et puis tout de suite, je passe au partage de mon écran. Alors, je vais arrêter de partager ça. Hop. Alors, j'espère que tout le monde voit bien mon écran, mais j'ai l'impression que oui. Très bien. Donc là, je suis sur la page Journée des métiers d'art sur le site, hein, comme vous le voyez et vous le connaissez sûrement. Voilà. Quand vous êtes sur le site des Journées des métiers d'art, pour vous inscrire, il vous suffit d'aller dans l'onglet Candidature, ici en haut à droite. Je clique et j'arrive sur ce très joli bouton orange qui vous dit « Déposer une candidature ». Donc, à nouveau, je clique ici. Et là, vous voyez, ça nous emmène sur la plateforme d'inscription. Donc, si vous voulez le lien direct, il est ici en haut, inscription.journéesdesmétiers-d'art.fr.
Comme c'est bien écrit en haut ici, on vous demande de créer un compte. Comme je le disais, c'est nécessaire. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour le jeu de vous montrer aujourd'hui, je vais me créer un compte avec mon adresse personnelle pour vous montrer comme vous allez voir en vous connectant. Donc, j'ai mis mon mail ici. Je vous invite à ne pas m'écrire sur ce mail, puisque c'est mon adresse perso. Je crée un mot de passe. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, comme d'habitude. Et ensuite, je crée mon compte. Voilà, j'arrive ici. Enregistrement effectué, vous êtes maintenant identifié, profil de candidature. Donc c'est le moment où, comme je vous disais, il faut choisir le profil de votre candidature, sachant que vous avez besoin de remplir ce profil pour dire qui vous êtes, et ensuite vous irez dans mes événements pour créer l'événement qui sera modéré, puis en ligne sur la page programme des GEMA. Donc c'est une inscription qui est bien en 2 temps. D'abord le profil, puis l'événement. Ne vous arrêtez pas au profil parce que sinon, si vous ne remplissez pas d'événements, vous ne serez jamais sur la carte des GEMA. Vous n'aurez fait que la moitié du travail, ce qui est dommage puisque vous ne serez pas référencé et nous, on n'aura pas connaissance de votre événement. Alors, je vais remplir ma fiche en tant que, disons, professionnel, puisque je vais partir du principe que vous êtes plus de professionnels que de structures culturelles à suivre ce webinaire. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si besoin. Les champs sont relativement similaires, hein, il y a juste 2-3 choses qui changent. Donc, je clique sur professionnel. Si j'ai un doute, on a mis ici un petit encart qui me redit bien, si je choisis professionnel, c'est que je suis une personne physique, un professionnel des métiers d'art, qui ouvre ses portes et son atelier pour les GEMA. On peut accueillir aussi un autre professionnel. Par exemple, si on est 2 ou 3 dans un atelier, on peut rester sur ce statut professionnel. Je vais choisir manifestation si je suis, par exemple, même si on est plusieurs professionnels, si on est relié par une association, par exemple, je vais choisir manifestation parce qu'on va inscrire l'événement au nom de l'association et ensuite rattacher des professionnels. Mais si je suis un pro qui en invite un autre, mon statut c'est pro, donc je m'inscris en pro. Voilà. Et puis si je dois être une manifestation, je clique sur manifestation. Là aussi, on réexplique bien. Établissement de formation, de même. Donc, je vais rester sur professionnel pour vous montrer. Je remplis mes infos. Alors, barre de Lucille, la date de naissance, bon, peu importe. Téléphone. 06. Hop, fonction. Voilà, là, vous pouvez mettre, bon, moi je suis chargée de projet, mais vous pouvez mettre céramiste, si vous êtes céramiste, ou parce que ça va dépendre, il y a des professionnels qui peuvent être plusieurs dans leur entreprise, donc si vous êtes le responsable ou pas le responsable, vous mettez ce que vous voulez. Intitulé de la structure, ça va être le nom de votre société. Si c'est votre nom à vous, parce que vous êtes à votre compte et c'est votre nom, très bien, remettez votre nom. Si c'est atelier, je ne sais pas, voilà. Moi, je vais mettre atelier bar, admettons. Ensuite, on vous demande l'année de création de votre structure. Ces informations, sachez qu'on les demande pour vous connaître et pour pouvoir vous servir au mieux dans le cadre des GEMA et dans le cadre du travail de l'INMA, mais ce n'est pas des informations qu'on va diffuser. Je vous rassure bien là-dessus, il n'y a aucune vente de données, vos informations sont... Enfin, on respecte tout ce qui est RGPD et tout ce qui est légal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc c'est vraiment juste pour notre bonne information parce que en tant qu'Institut national des métiers d'art, on a vocation à vous aider, à vous servir. Donc ça nous est utile de connaître ces informations sur vous. Donc admettons, j'ai créé mon entreprise en 2020, mais peut-être que j'ai commencé à travailler, j'étais pas à mon compte ou dans une autre boîte, que sais-je. Admettons, j'ai commencé à travailler en 1980. Ça peut être même l'inverse, peut-être que... non, ça peut pas être l'inverse. Si, ça peut être l'inverse si je suis employée, par exemple. Peut-être que mon entreprise a été créée en 1980, mais que moi, j'ai seulement commencé à travailler il y a 3 ans. Donc ça, vous remplissez selon ce qui vous correspond. Code SIRET, c'est le code de votre boîte. Je ne sais plus combien il en faut, mais je vais mettre que des zéros pour ma part. Et puis le code NAF, si vous l'avez, pareil, c'est pas un champ qui est obligatoire comme vous le voyez, mais si vous voulez nous le renseigner, ça peut nous être utile. Ensuite, on vous demande si vous êtes indépendant, si vous avez des employés, etc., si vous êtes salarié. Et vous pouvez, mais également, n'est pas obligatoire, le champ du chiffre d'affaires annuel. Ensuite, un site web. Alors là, bon, moi je vais mettre le site des GEMA, peu importe, mais pour vous,
Vous pouvez mettre ce que vous voulez de ce côté. Ça peut être votre Instagram, votre Facebook, le site de l'entreprise. Si vous n'en avez vraiment pas, vous pouvez nous mettre n'importe quelle, comment dire, une preuve que votre entreprise existe. On vous dit ça parce que nous, ça nous permet de jeter un œil aussi pour voir votre existence, pour voir que vous êtes rattaché, je sais pas, à la CMA. Si vous avez un article qui parle de vous ou que vous êtes renseigné sur l'annuaire de la chambre de métier ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre ce site-là si vraiment vous n'avez aucun site web. Ici, vous n'avez qu'un seul champ, donc vous ne pouvez mettre qu'un seul lien. Par contre, vous verrez que dans l'événement, vous pourrez mettre plusieurs liens. Donc ça peut être Instagram, Facebook, site internet, Twitter, tout ce que vous voulez. Ici, il y en a un seul, ce sera ce qui est dans votre onglet profil. Voilà, mettez celui de votre choix. Une adresse, ça c'est l'adresse postale. Alors ici, je vais mettre 14 rue du Mail. Mon code postal, c'est pas du tout ça. Hop, voilà, peu importe, vous pouvez remplir votre adresse, vous voyez. Et ensuite, vous sélectionnez votre région. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Votre statut, alors ça, c'est à vous de nous dire. Voilà, je suis artisan, admettons. Et puis en dessous, vous avez un champ qui n'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez nous dire que vous avez tel ou tel autre titre, label, adhésion, voilà, peut-être que vous avez la qualification maître artisan métier d'art de la CMA, ou peut-être que vous êtes adhérent à Atelier d'Art de France, ou que vous voulez nous dire autre chose. Si vous cliquez sur autre, ça ouvre un champ juste en dessous. Vous pouvez nous dire, je sais pas, diplôme, prix Avenir métier d'art, 2012. Voilà, admettons. Et puis, pour finir, ce serait quand même dommage de ne pas nous le noter, votre métier. Donc là, c'est rangé selon la liste officielle des métiers d'art, donc par catégorie, et ensuite avec tous les métiers. Donc moi, je suis fabricante de jouets. Si vous avez un doute, vous avez le lien juste ici pour ouvrir la liste officielle de l'ENMA. Vous avez ici tous les métiers, le domaine à chaque fois pour que si vous avez un doute de où va être rangé votre métier, vous pouvez le retrouver. Et puis si vraiment vous cherchez les définitions, voilà, vous pouvez aller chercher facture instrumentale, hop, je suis sur facteur de clavecin, voilà. Si besoin, le lien est là. Si vous avez besoin d'ajouter un deuxième métier parce que vous êtes à la croisée de plein de choses, et ben, vous pouvez rajouter un autre élément. Hop, tabletterie. Et je fais aussi des pipes, voilà, des jouets et des pipes, pourquoi pas. Et j'attire votre attention sur le fait que dans les domaines, il y a un champ qui s'appelle « Autres domaines relevant des EPV ». Ce domaine, ce n'est pas un domaine autre et vous remplissez ce que vous voulez. C'est vraiment un domaine qui est réservé pour les entreprises du patrimoine vivant qui ne sont pas dans la liste des métiers d'art, puisque depuis 2020, les entreprises du patrimoine vivant peuvent toutes participer aux Journées européennes des métiers d'art. Donc il y en a quelques-unes qui participent. Alors on n'est pas sur un grand nombre, mais par exemple, on va avoir des entreprises assez proches des métiers d'art qui participent. Donc ça peut être des savoir-faire qui sont tellement spécifiques qu'ils ne sont pas rangés dans la liste, par exemple. Donc pour eux, il y a ce champ-là et ils pourront mettre autres métiers relevant des EPV. Sachez que si vous mettez ce domaine-là, on va avoir un regard très précis, on va aller vérifier, c'est pas du tout un champ fourre-tout, donc je vous engage à ne pas l'utiliser si vous n'êtes pas une EPV qui n'est pas métier d'art. Voilà, bon, peu importe, je fabrique des marionnettes. Et puis si vous avez besoin d'enlever quelque chose parce que vous vous êtes trompé, vous revenez sur sélectionner, hop, et voilà. Et là, je n'ai qu'un seul métier. On arrive en bas du profil, alors on vous demande de certifier sur l'honneur que vous pratiquez ce métier en tant qu'activité. Il y a une coquille, je ne sais pas pourquoi il y a écrit structure porteuse ici, on va le changer. En tant qu'activité principale, c'est principal le terme, puisque dans le règlement, on vous demande de faire ce métier en tant qu'activité principale. D'ailleurs, si vous avez besoin de consulter le règlement, il est juste en dessous, ici. N'hésitez pas pour toute question précise. Ça paraît toujours un peu dense de regarder un règlement, mais pour le lire et le mettre à jour tous les ans, je peux vous dire avec certitude que on essaye autant que possible qu'elle soit intelligible. Donc si vous avez des questions sur comment on dépose une candidature, quels sont les délais, est-ce que je peux mettre un événement digital,
tout est écrit. Donc, le délai, c'est le 31 janvier, les critères de sélection, c'est ça, etc., etc. Voilà. Et ce champ-là au milieu, il n'est pas obligatoire. On vous demande si vous voulez, si vous êtes disposé à intervenir en milieu scolaire. Ça peut nous permettre, si on a des questions, des envies de professeurs, de vous trouver rapidement dans la base de données. C'est vraiment juste pour dire oui, ça m'intéresse. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement on va vous mettre en lien, mais ça peut nous aider. Maintenant, si vous voulez intervenir en milieu scolaire, n'hésitez pas à vous-même aller démarcher soit la chambre de métier, la coordination régionale pour qu'elle vous aide, soit des écoles, des professeurs directement. J'ai fini ma fiche profil, donc je clique sur enregistrer. Je vous propose, le code postal n'est pas au bon format, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Donc, voilà, donc très bon exemple. Si vous avez mal rempli un champ, il y a un petit topo en haut qui vous le dit. Je vous propose d'avancer vers les événements et qu'on fasse le temps de questions-réponses à la fin. Je vois que Mathilde répond à des questions en ligne. Et puis moi, je reviendrai sur certains sujets à la toute fin. Donc, j'ai fini mon profil. Comme vous le voyez, je suis dans mon compte. J'ai mon profil candidature qui est ici. Et puis, j'ai un onglet « Mes événements » sur lequel j'arrive une fois que j'ai enregistré mon profil. Si vous avez un doute et que vous avez aussi besoin de modifier vos identifiants, vous avez un autre onglet ici qui est « Pratique ». Mes événements. Je n'ai pas encore créé d'événement, comme vous pouvez le voir. Donc, je clique sur le bouton « Créer un événement ». Cela, vous pouvez le faire en 2 temps. Si vous voulez créer votre profil un premier jour et revenir plus tard créer votre événement, il n'y a pas de souci. Là, votre profil est déjà enregistré. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, vous n'aurez pas déposé de candidature tant que vous n'aurez pas créé d'événement. Donc, je clique ici sur « Créer un événement ». On va vous demander un certain nombre de champs à remplir parce que cet événement, il faut le remplir comme si, enfin, pensez bien que la personne à qui vous adressez cet événement, in fine, c'est le public. Donc, c'est pas tellement à la chambre de métier ou à nous qu'il faut l'adresser quand vous écrivez, c'est vraiment au public qui va venir vous voir. Il faut garder en tête que, cet événement, il a volonté à être attractif, donc il faut que vous donniez envie, en fait, tout bêtement, aux gens de venir vous voir. Pour cela, on va mettre un titre, et comme on l'a écrit ici, s'il vous plaît, n'appelez pas votre événement GEMA, parce que sinon, on en a 50 000 qui s'appellent GEMA. Quand on cherche sur la carte, on ne retrouve pas votre événement. Donc, mettez plutôt découverte de l'atelier, le nom de votre atelier, ou j'en sais rien, découverte de l'atelier Bard, admettons, démonstration et initiation. Hop. Je ne sais pas, c'est un exemple, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, je décris ma programmation. Donc moi, je dis bonjour, bienvenue à l'atelier. Venez découvrir mon savoir-faire. Je vous présenterai, je sais pas, après vous pouvez faire une liste à puces par exemple. Là, vous voyez ici, on peut mettre en gras, en italique, on peut faire une liste à puces, blablabla. Donc, je vous présenterai mes outils, mes matières, mes techniques, par exemple. Et puis, après, vous pouvez dire vraiment tout ce que vous voulez, hein, mais il y aura tel atelier de telle heure à telle heure. Je vais faire ça devant vos yeux, etc. Bon, il faut aller jusqu'à 500 caractères et vous voyez ici en bas à droite qu'il y a un décompte. Donc, pour gagner du temps dans ce webinaire, je ne vais pas écrire 500 caractères. Là, ce que je fais, c'est interdit absolument. Je veux absolument personne qui me remplit une fiche avec ça à la fin. Mais voilà, je le fais pour gagner du temps. Mais donc 500 caractères, vous verrez, ça va très vite. Vous voyez là le peu que j'ai écrit. En fait, le temps que vous vous présentiez un peu, que vous disiez je fais ça depuis telle année et puis je suis très contente de vous recevoir. On va faire un atelier où on créera ensemble ceci. Vous pourrez repartir avec cela. Que sais-je. Franchement, 500 caractères, ça va très très vite. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. Ensuite, on vous propose un champ qui est nouveau pour le coup, c'est de cocher si vous accueillez du public, ici. Vous voyez, cette édition est dédiée au jeune public. Donc si vous cochez, il faut que vous remplissiez un petit paragraphe de plus
Il n'y a pas de jauge de texte pour le coup, mais juste pour dire précisément ce que vous proposez pour le jeune public. L'idée, c'est pas de dire oui, bien sûr, j'accueille du jeune public, le jeune public peut venir. C'est plutôt de dire je ferai spécifiquement ça pour les enfants, parce qu'on se rend souvent compte que les fiches qui disent oui, bien sûr, les enfants peuvent venir, en fait, les enfants viennent, mais ils n'ont pas grand-chose à faire concrètement. Et un enfant, il faut qu'on s'occupe de lui, il faut qu'on lui montre des choses, il faut qu'on l'occupe. Donc voilà, et on vous demande de spécifier si c'est un atelier, par exemple, atelier d'initiation, le samedi de 10 à 11 pour découvrir, je sais plus, j'ai dit que j'étais facteur de jouets, et les jouets et leur fabrication. Les enfants vont, je sais pas, toucher le bois. Bon, ça, ça va être très spécifique en fonction de votre métier et ce que vous avez envie de faire, hein, donc peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de préciser. Et puis ici, de remplir, si vous voulez des 3-6 ans, des 6-12 ans, des 12 et plus, si vous les voulez tous. Moi, on va dire, pour le bois quand même, aller à partir de 6 ans. C'est un exemple, hein, mais voilà, c'est l'idée. Ensuite, on vous propose d'ajouter des photos. Alors, vous pouvez en mettre jusqu'à 4 maximum, mais une seule peut suffire. Donc, admettons, moi je vais prendre la première photo que je trouve, parce que finalement, peu importe pour cet exemple, c'est une photo des GEMA l'année dernière à Bayonne. Le crédit, ici moi c'est un photographe, comme vous le voyez, je l'avais écrit dans le titre de la photo, donc je mets bien le crédit du photographe, parce que vous vous engagez, ça vous vous engagez en signant en cochant le règlement, à nous proposer une photo qui soit pas forcément libre de droit, mais dont vous ayez les droits pour que nous puissions l'utiliser dans le cadre de la promotion des GEMA. Pareil comme pour vos données, on ne va jamais exploiter ces photos dans d'autres cadres que dans le cadre des GEMA, mais pour tout ce qui est promotion, pour vous valoriser dans les dossiers de presse, au niveau de la presse, les photos peuvent être utilisées. Donc si c'est une photo dont vous n'avez pas les droits, si c'est une photo qu'un photographe vous a fait pour un usage exclusif de, je sais pas, une campagne marketing ou une promotion à un instant T, ne nous la mettez pas parce que vous engagez votre responsabilité auprès du photographe. Néanmoins, si c'est la photo que, même si c'est d'un photographe, mais que vous avez le droit de l'utiliser, vous nous mettez le crédit ici. Nous, on l'utilisera bien derrière dans la presse, dans les dossiers de presse, sur Instagram, etc., etc. Et puis, si c'est vous qui avez pris la photo, vous pouvez mettre votre propre nom. Admettons, je me suis trompée de photo. J'ai un petit bouton ici qui s'appelle retirer. Je peux l'enlever. Voilà. Bon, je vais la remettre puisque j'ai besoin d'en mettre une minimum. Cette petite ligne ici, on ne s'en préoccupe pas. Afficher le poids des lignes, c'est juste des choses pour si vous voulez échanger, si vous mettez plusieurs photos par exemple. Alors je sais pas si j'en ai une autre à portée de main. Bon, un calendrier, c'est pas très intéressant, mais c'est une photo. Si j'ai mis 2 photos et que je veux que l'une apparaisse avant l'autre sur ma fiche, hop, je peux modifier leur ordre. Voilà. Bon, moi, je ne vais en mettre qu'une pour cet exemple, mais donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 photos. Comme écrit ici, c'est jusqu'à 5 mégaoctets, ce qui suffit pour avoir une photo de qualité. Et on vous a mis aussi le minimum de pixels, si vous êtes, vous y connaissez un peu. En fait, l'idée, c'est juste d'avoir des photos qui soient assez qualitatives pour qu'elles ne soient pas floues ou pixelisées sur le site, parce que sinon, ça fait une photo toute floue et on ne sait pas ce qu'on vient voir. Donc c'est quand même dommage, sachant que l'entrée sur la fiche sur le site, ça va vraiment être la photo. Donc si vous avez une photo floue, vous avez quand même des risques de moins intéresser le public. Je continue. Alors, ici des mots-clés. Les mots-clés, ça va vraiment être pour qu'on vous retrouve quand on fait une recherche sur le site, parce que sur les 7000 événements qui vont se passer en France, peut-être que le public ne va pas tomber en premier sur votre événement, parce qu'ils sont un peu classés de manière aléatoire dans la barre de recherche. Donc, moi, je fais des jouets, donc j'écris jouets et je clique sur entrée. Rien de plus que ça, je mets pas de hashtag, je mets pas de virgule ou je ne sais pas. Juste, j'écris un mot et je tape sur entrée. Donc ça peut être voilà, train, enfant, atelier, démonstration, ce que vous voulez. Tous les termes qui vous paraissent pertinents pour décrire votre fiche et qui peuvent être des entrées de recherche pour qu'on vous trouve.
J'arrive au champ date et horaire. On vous a remis ici les prérequis. Donc moi, vous vous rappelez, j'ai rempli mon profil en tant que professionnel, donc je dois remplir à minima cette condition-là. Et comme vous le voyez, le samedi et le dimanche sont de toute façon déjà cochés. Je ne peux pas enlever, puisque c'est le minimum requis. Par contre, si vous souhaitez faire plus, libre à vous de modifier, de mettre à 10, 18, 30 ou que sais-je. Et puis, vous pouvez choisir une pause déjeuner, bien sûr. Pareil sur le dimanche, hop, 12, 13 peut-être. Et puis, si vous souhaitez faire un truc avec les scolaires, par exemple, le mercredi, de 10h à 11h30, hop, voilà. Faites comme vous voulez. Vous pouvez nous dire si vous souhaitez accueillir le public en entrée libre ou sur rendez-vous. Ce qu'on vous recommande, c'est de faire entrée libre parce que l'idée des portes ouvertes, c'est quand même d'accueillir le plus de monde possible. Maintenant, si pour vous, vous avez un atelier tout petit, donc c'est vraiment plus pratique de faire sur rendez-vous, vous pouvez dire dans votre programmation, dans le détail, je vous accueille sur rendez-vous, il y aura un créneau par heure, à 10h, 11h, midi, etc. Et puis c'est 10 personnes à chaque fois. Voici mon mail pour m'écrire, pour réserver, pour que je sache qui vient à quelle heure. Et puis derrière, vous cliquez sur entrer sur rendez-vous. Je vous engage à vraiment, enfin je vous conseille de vraiment bien décrire dans la description tout ce qui vous paraît peut-être intuitif parce que pour vous, c'est logique avec votre événement, mais pour le public, ça l'est pas forcément. Donc n'hésitez pas à bien renoter réservation par mail, à tel numéro, entrée libre, enfin voilà. Adresse de l'événement. Alors ça va peut-être vous paraître redondant parce que vous avez écrit votre adresse dans votre profil, mais il peut y avoir des personnes qui n'ont pas la même adresse professionnelle que là où ils vont ouvrir leur atelier, ou alors si vous mettez votre adresse personnelle dans votre profil pour qu'on puisse par exemple vous écrire ou vous envoyer des choses au besoin des courriers, c'est pas la même chose que là où vous faites votre événement. Donc peut-être ce sera la même adresse, peut-être pas. C'est comme vous le souhaitez, mais moi peut-être mon atelier il était à l'adresse que j'ai remplie tout à l'heure et puis je sais pas, on me prête un local dans la rue, donc c'est le numéro d'à côté. Qu'est-ce que j'ai écrit? 15 rue du Mail, par exemple. Hop. À nouveau, je remets la région. Ça peut être pratique dans les cas où, par exemple, je me déplace dans la région d'à côté parce que je suis à un département qui est limitrophe et donc, en fait, je vais chez une collègue ou que sais-je, un peu plus loin. Dans l'absolu, on vous demande de le remettre même si c'est le même. Et ici, c'est là que je vous disais, vous allez pouvoir mettre plusieurs liens Internet. Donc, moi, on dit que, par exemple, mon site, c'est le site des GEMA. Et puis, je veux ajouter aussi mon Instagram. Donc, je clique sur ajouter un événement, un élément. Hop. Et alors, j'ai les liens ici. Touc, le Instagram des GEMA. Il est où? Il est là. Hop, voilà, j'ajoute le Instagram et vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. Si vous avez aussi un Facebook, aussi un Twitter, un LinkedIn, ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre autant de liens que ce que vous avez parce que c'est ce qui peut donner aussi envie au public de venir vous voir, c'est de regarder un peu vos réseaux en faisant sa recherche d'événements, voir ce que vous faites, votre travail, votre style. Donc c'est très intéressant de voir tous les sites des professionnels. Et pour nous, ça peut être également utile si on a besoin de, je sais pas, si on a un doute sur quoi que ce soit dans votre candidature, des fois, de ne serait-ce qu'ouvrir un site ou un réseau social, ça nous permet de vérifier tout de suite d'un coup d'œil et d'être sûr que vous êtes bien céramiste ou je ne sais pas, mais voilà, ça peut être utile. Ici, on a mis email de l'événement. Alors, votre email, on l'a déjà dans votre profil, mais de la même manière que pour l'adresse, parfois, vous avez un email qui est différent pour l'événement parce que c'est un événement que vous faites tous les ans, vous avez créé une boîte séparée, ou si vous êtes plusieurs professionnels et que voilà, vous vous organisez différemment pour les réservations, par exemple, ça, c'est l'email qui sera accessible au public. Et il n'est pas obligatoire, d'ailleurs. Vous voyez qu'il n'y a pas d'astérisque. Pardon. Donc, vous mettez, si vous voulez, un email spécifique pour l'événement. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Ici, le téléphone, par contre, il va être obligatoire. Ça nous est utile pour nous, pour vous joindre si besoin, pour des besoins de communication. Et puis pour le public, ça peut être utile aussi. Donc, 06, peu importe. Hop.
Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la fiche des bonnes pratiques, on vous a mis une petite fiche pour comment accueillir le public en situation de handicap. Donc si vous avez besoin de la lire, vous pouvez la retrouver ici directement également. Et vous voyez, on a créé cette fiche avec l'association Souffleurs de Sens, qui est vraiment spécialisée sur la question. Donc, on vous réexplique les pictogrammes, comment accueillir le public, etc. Donc, vous avez la fiche qui est consultable si vous avez un doute. Et puis, derrière, vous pouvez cocher si vous n'êtes pas à l'aise, si votre atelier n'est pas accessible, vous mettez aucune. Et puis sinon, si vous êtes capable, voilà, les personnes en fauteuil, l'atelier est accessible, et ben je peux mettre handicap moteur, c'est OK. Si vous êtes à l'aise pour, je sais pas, des personnes malvoyantes, je mets handicap visuel, etc., etc. Là-dessus, c'est vraiment vous qui vous sentez ou qui avez envie. Il n'y a pas d'obligation. Sachez que nous, on communique sur la programmation en direction du public handicapé. On appelle ça la programmation intangible avec le IN qui est barré, donc plutôt tangible. En fait, l'idée, c'est dans les métiers d'art tangible, ou même des personnes qui auraient des déficiences dans les sensations, quelles qu'elles soient. Donc, on communique spécifiquement sur cette programmation. Sachez qu'il y a de grandes chances que vous ayez plus de valorisation si vous faites une accessibilité particulière. Je continue avec le type de participation. Également, ça paraît bête, mais c'est toujours mieux de le dire si on se pose la question. Est-ce que je fais mon atelier sur place ou est-ce que je fais quelque chose purement en ligne? On a vu depuis le Covid et le confinement qu'il y a des gens qui aiment bien faire un live, une visite sur Instagram. Ça peut être quelque chose aussi où il y a les deux. Donc, j'accueille les gens sur place et puis je fais aussi un live ou un événement digital. Vous avez dans ce cas-là l'URL qui s'ouvre ici pour remplir où est-ce que se passera finalement votre événement. Si c'est un live sur Instagram, telle date, et ben mettez-nous le lien Instagram. Et puis dans votre description tout là-haut, vous me rajoutez, voilà, description de la programmation, vous me rajoutez, je ferai aussi un live tel jour, telle heure pour visiter pour ceux qui ne peuvent pas venir. Admettons. Donc moi, on va dire que je fais ma participation en présentiel, donc j'écris sur place. Et puis, avant de terminer, vous voyez qu'il y a ici le champ autres participants invités. Donc ça, c'est si vous invitez quelqu'un à l'atelier, si vous faites quelque chose avec plusieurs personnes. Comme je le disais, si vous êtes un pro qui en invite un autre, restez au format professionnel. Par contre, si vous êtes une association, un lieu, une structure, vous serez au format manifestation et il y aura le même bouton d'ailleurs, autres participants invités. Donc on clique et puis on peut ajouter un ou plusieurs participants. Donc là, on vous redemande quelques informations un peu plus rapidement, mais c'est pour savoir qui sont les participants pour qu'on vérifie également que ce soit bien des professionnels de métiers d'art et pas des artistes plasticiens ou pas, je sais pas, un commerçant différent. Enfin, voilà, on reste toujours bien dans les métiers d'art. Donc, moi, j'invite ma collègue, Mathilde Granier, voilà, hop. Son atelier, c'est l'atelier Mathilde. Et son ciré, peu importe. Ton métier d'art, Mathilde, ce sera d'être lunetière. Alors, elle peut en avoir plusieurs également. Donc, tu seras aussi graveuse sur métal. Voilà. Je remplis son site internet. Ici, on ne vous en propose qu'un seul, c'est histoire d'aller à l'essentiel. Donc, voyez avec les personnes ce qu'elles souhaitent mettre. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi écrire dans la description de l'événement les différents sites. Et puis, une photo de son travail. Donc, ah, voilà, là, ma photo est trop grosse. Alors, je ne vais pas prendre celle-là. Celle-ci aussi. D'accord. On va remettre mon super calendrier. Voilà. J'ai mis une photo. Crédit, c'est sa photo à elle. Donc, je mets son nom. On vous demande son adresse, c'est parce que parfois, il y a des coordinations régionales qui envoient des, je sais pas, des flèches, des kits, des flyers par la poste. Donc, on va vous demander son adresse à elle. Ça peut être, enfin, vous voyez avec les personnes, ça peut être son adresse professionnelle comme son adresse personnelle. Là-dessus, c'est à vous de voir. Voilà, là, je l'ai bien rentré. Je peux ajouter une autre personne si je veux.
En fait, pour bonne information, il n'y a pas de bouton enregistrer pour les personnes parce qu'on considère que quand vous enregistrez votre brouillon ou que vous terminez votre inscription et que ça l'envoie à la modération, ça enregistre aussi les personnes. Maintenant, si vous voulez en ajouter une autre, vous pouvez cliquer sur autres participants, ça vous rajoute un deuxième champ. Et si, je ne sais pas, vous devez ajouter 5 professionnels et que ça vous prend trop d'espace, vous avez ce bouton qui n'y est plus d'ailleurs. Voilà, si là, il y a un bouton replier. Voilà, pour bon là j'ai pas rempli donc je peux pas, mais il y a un bouton replier pour, vous voyez, diminuer la taille que ça prend. Mais donc là, on voit que j'ai bien ajouté Mathilde. Et puis, en fait, je me suis trompée, je voulais pas ajouter un deuxième pro, donc ça, je le laisse blanc, ça ne va pas l'enregistrer. Ici, on arrive vraiment tout en bas. Et comme vous le voyez, vous avez un mode brouillon. Donc, si vous avez besoin de revenir plus tard sur votre fiche, vous avez une question, vous pouvez ne remplir que certains champs et ensuite sauvegarder un brouillon. Alors que pour terminer votre candidature, il faudra avoir bien rempli tous les champs et surtout, vous ne pourrez plus la modifier une fois que vous cliquez sur terminer. Elle est envoyée à la modération et derrière, il faut qu'elle soit validée, donc on ne peut pas la modifier tous les 4 matins. Donc si vous avez des doutes, des choses qui ne sont pas encore terminées, restez bien en brouillon et vous pourrez y revenir. Par contre, si vous sauvegardez un brouillon, rappelez-vous bien qu'il faudra y revenir parce que tant qu'elle n'est pas cliquée sur, elle n'est pas mise en terminé, nous, on ne s'en occupera pas. Donc tous les brouillons, ils ne comptent pas encore réellement comme des événements. Donc admettons, pour vous montrer, je vais sauvegarder mon brouillon. Ah oui, mais alors attendez. Voilà, je retire parce que finalement, je me suis trompée, je veux qu'un seul pro. Je sauvegarde un brouillon. Paf, le contenu a été créé. Donc là, je vois ma fiche. Bon, alors, elle paraît un peu mochouille comme ça, mais ça, c'est juste la manière dont on le voit, disons, en back-office quand on s'inscrit. Ne vous inquiétez pas, sur la carte programme, ça ne paraîtra pas comme ça. Ce sera bien plus joli. Mais voilà, là, c'est comme ça qu'on peut voir votre fiche, vous, pour voir qu'elle est inscrite, et puis nous, pour la modérer. Donc là, si je vais dans l'accueil, j'ai mon profil, j'ai mes événements, et dans mes événements, je peux bien voir que j'ai un brouillon. Donc, quand je serai prêt à le terminer, je clique sur modifier. Je remplis, je modifie tout ce que je veux. Voilà, finalement, je voulais rajouter que je fais aussi le lundi. Et ben, je rajoute le lundi dans les horaires, etc., etc. En plus, non, je dis le lundi, mais le GEMA commence le mardi cette année, puisque le lundi, ce sera le lundi férié de Pâques. Donc, je ne participe pas le lundi, n'est-ce pas? Mais peu importe, c'est un exemple. Et voilà, et donc j'ai terminé ma candidature. Cette fois-ci, je veux l'envoyer, je ne veux plus la modifier. Je clique sur « Terminer ». Voilà, ma fiche a été mise à jour. Vous voyez ici dans son état de validation qu'elle est en attente d'acceptation, donc elle n'a pas encore été traitée, et que vous ne pouvez plus la modifier. Si vous souhaitez, vous pouvez déposer un autre événement. Il y a des personnes qui font plusieurs événements en fonction de leur programme. Si vous avez un jour, ça dépend des cas, mais vous pouvez créer plusieurs événements. Et vous verrez au fur et à mesure de la modération, dans état de validation, vous pouvez venir vérifier, ça peut changer. Vous aurez ensuite un état présélectionné quand la coordination régionale aura travaillé dessus, puis un état validé quand, à l'INMA, nous aurons validé votre fiche définitivement. Évidemment, à chaque fois que cela se passe, vous recevez un mail automatique qui vous dit bien votre fiche a changé de statut, elle est passée en tas ou en validé, en présélectionné, en refusé parce que en fait vous n'êtes pas un professionnel métier d'art, etc., etc. Donc vous aurez des informations au fur et à mesure qui vous tiennent au courant. Et puis une fois qu'elle est validée, comme je le disais, tout sera mis en ligne à partir de la mi-février. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide dans ma description, mais je peux revenir sur des choses si besoin. Et puis je peux répondre aux questions. Voilà. Alors, je vais te donner les différentes questions qui sont sorties dans le chat. On va les faire un petit peu dans l'ordre chronologique, comme ça sera peut-être plus simple. J'ai une question qui demande est-ce qu'il y a un âge pour participer au GEMA? Est-ce que c'est alors la question est à vérifier, est-ce que c'est dans le sens de l'organisateur ou est-ce que c'est dans le sens pour les enfants? Pour les participants, il n'y a pas d'âge, et pour les organisateurs? Pour les organisateurs, il faut être majeur, je dirais.
Bonne question. Alors, c'est peut-être écrit quelque part dans le règlement, j'avoue, on nous pose rarement la question. En fait, dans la mesure où il faut être un professionnel des métiers d'art, il faut que vous soyez en exercice. Maintenant, si vous avez 17 ans et que vous avez déjà lancé votre entreprise, admettons, pourquoi pas. Maintenant, on n'a jamais vu, je pense, un adolescent de 15 ans qui crée un événement au GEMA, dans la mesure où c'est rare qu'un adolescent de 15 ans soit professionnel des métiers d'art. Mais sinon, il n'y a pas d'âge, c'est jusqu'à 99 ans, tant que vous êtes professionnel et toujours en exercice. Voilà. Alors ensuite, on a une question sur la mise à l'honneur de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que cela engendre? Alors, pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, on va du coup communiquer particulièrement, comme tous les ans, sur la région à l'honneur, sur les savoir-faire emblématiques du territoire. Donc, on va valoriser dans les dossiers de presse, dans tous les communiqués qu'on fera auprès de la presse, on va valoriser les événements de la région et puis les savoir-faire et les techniques spécifiques du territoire. On va également faire notre soirée de lancement nationale en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on va pour cela peut-être faire de la valorisation, par exemple, des savoir-faire de la région à travers un film de promotion. Et puis, ça se retrouvera à travers tous les angles déclinés auprès de la presse, dans les médias. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas du tout des autres, hein, je vous rassure, pour ceux qui ne seraient pas dans cette région-là. Mais voilà, l'idée de la région à l'honneur tous les ans, c'est que on valorise une région et puis chaque année, on parle comme ça des territoires et on change. Tout le monde va y passer une année après l'autre. On a déjà fait le Grand Est, on a déjà fait la Nouvelle-Aquitaine. Cette année, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, et d'année en année, comme ça, on fera une région tous les ans. Alors, pour continuer dans la même veine, on va dire, quel est l'intérêt du thème? Est-ce qu'il y a un concours? Est-ce qu'il faut qu'ils envoient des dessins, des échantillons ou autre? Alors, pas de concours ou en tout cas pas d'obligation par rapport au thème. Le thème, vous vous en saisissez si vous le souhaitez. Tous les ans, on vous propose un thème. Maintenant, vous pouvez participer sans le suivre forcément. Nous, en fait, ça nous donne des angles de communication, encore une fois, auprès de la presse, auprès du grand public. Ça nous fait ça nous permet de changer un peu le discours tous les ans pour ne pas raconter la même chose d'année en année. Les GEMA ont quand même 20 ans, donc c'est chouette de pouvoir donner des nouvelles approches aussi, de parler de thématiques particulières pour les métiers d'art. Maintenant, cette année, effectivement, on vous encourage à faire une programmation spécifique pour le jeune public, comme je le disais, parce qu'on se rend compte que c'est un public qui est très impliqué, très présent dans les GEMA et que c'est un public dont il faut s'occuper parce que les enfants, par définition, ne vont pas s'occuper tout seuls. Donc, si on veut attirer les familles, c'est bien de proposer un événement particulier. Voilà. Maintenant, si vous n'avez absolument pas envie, si vous détestez les enfants, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas, je sais pas, vous n'avez pas les outils adaptés, si vous faites un métier où vous vous dites c'est trop dangereux, les enfants ne peuvent pas venir, et vous ne faites pas et c'est pas grave. C'est vraiment, voilà, on vous donne la possibilité d'eux et ce sera l'angle de l'année. Donc, encore une fois, il y a plus de chances aussi qu'on parle de vous parmi les 7000 événements si vous avez un événement qui est super dédié aux enfants parce que c'est la thématique de l'année. Vous voyez, il y a un côté, nous, c'est ce qu'on va valoriser, mais après, voilà, pas d'obligation. Alors, une question plutôt pratique. Si les artisans sont regroupés dans une association, est-ce qu'ils doivent faire 2 inscriptions perso et une en plus pour leur association? Ou comment choisissent le nombre d'inscriptions à faire? Alors, si vous vous inscrivez via le biais d'une association, je vous conseille de vous inscrire qu'une personne, si vous voulez, fasse l'inscription au nom de l'association et donc d'inscrire le profil en tant que manifestation. Le mieux, dans ce cas, donc, c'est au niveau du profil de cliquer directement sur manifestation, de remplir les informations. Et puis, ensuite, dans la fiche événement, comme vous avez vu en bas, on peut ajouter les professionnels. Donc, vous pourrez ajouter tous les professionnels qui seront dans l'événement. Et puis, la personne qui inscrit la fiche, en soi, elle remplit aussi ses informations à elle dans le profil. Donc, pas nécessairement obligation de se auto-rajouter dans les participants rattachés. Puisqu'elle sera en tant qu'organisatrice de l'événement, on la comptera dans tous les cas, elle sera visible. Maintenant, si vraiment elle souhaite absolument, elle peut se rajouter dans les profils, mais du coup, elle sera 2 fois sur la fiche dans les informations. Mais voilà, pour les mêmes associations, je vous conseille plutôt le format manifestation parce que ça correspond mieux tout simplement. Et puis du coup, je ne l'ai pas forcément montré, mais je peux vous le partager rapidement. Le formulaire, il y a 2-3 petites différences
pour le format manifestation. Alors j'y retourne. J'étais où? J'étais là. Admettons, ici dans profil candidature, j'ai plutôt choisi manifestation. Je vous encourage surtout à ne pas changer en cours de route comme je suis en train de faire parce que ça peut faire des bugs derrière et après vous n'arriverez plus à enregistrer. Enfin, il peut y avoir des petits soucis. Donc je vous encourage à bien réfléchir au début et ne plus bouger après. Mais bon, là je le fais pour l'exercice. Admettons, je me suis inscrite dès le départ en tant que manifestation. J'ai rempli mon nom à moi, ma fonction, l'intitulé de la structure. Donc ici, ça va être, par exemple, soit l'intitulé de l'association, soit mon entreprise à moi. Et puis derrière, il y a un champ structure porteuse qui prend la place du champ titre et label quand on est un professionnel. Donc voilà, je suis une association professionnelle métier d'art. Et là, vous voyez tous les types de porteurs de projets possibles pour les événements collectifs. Donc, on a mis tout plein de fondations et de réseaux et de que sais-je, de structures qui peuvent être concernées. Si vraiment vous ne vous retrouvez pas, vous avez le champ autre, encore une fois, pour rajouter une structure porteuse. Mais voilà, on voit bien que dans l'idée, quand on s'inscrit en manifestation, c'est une structure qui porte l'événement et non pas un professionnel directement. Et ensuite, voilà. Bon, là, j'avais mis autre, donc voilà. Mais après, c'est tout, le champ est le même. Et puis, si j'ai fait ça, quand je crée un événement, vous allez voir que c'est la même chose. À part que, au niveau des dates, puisque une manifestation a les horaires libres, j'ai le samedi et le dimanche qui sont cochés, que je ne peux pas décocher, mais les horaires sont libres. Donc, je peux mettre, je ne sais pas, midi, 17h si ça me chante. Voilà, sur les deux. 13h, 14h30 le dimanche. Voilà, mais ensuite, tous les autres champs sont exactement les mêmes. Voilà. Alors, pour continuer, pardon, on va faire une question un peu plus récente, ce sera plus facile pour moi. Sur le sujet des assurances pour accueillir le public, est-ce qu'ils doivent souscrire à quelque chose en particulier pour participer à l'événement ou pas? Bonne question. Alors pour le coup, la responsabilité de l'événement vous incombe, puisque dans le cadre des GEMA, nous coordonnons les événements et ne sommes pas organisateurs. Donc c'est à vous de voir avec votre assurance si vous êtes couvert en cas de dommages, comment ça fonctionne pour vous. Ça va vraiment dépendre d'un cas à l'autre, donc je ne saurais pas vous dire ce que vous devez faire. Nous, on n'a pas de prérequis, si vous voulez, à part que vous engagez votre responsabilité en accueillant du public. Donc, ça peut être une bonne idée, en effet, de vérifier, en tout cas avec votre assurance, si vous êtes couvert, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Je disais tout à l'heure aussi, en fonction des métiers, on ne peut pas forcément accueillir le même public parce qu'on va avoir, je sais pas, des outils qui chauffent ou qui peuvent être blessants. Donc, c'est vraiment à vous là-dessus de réfléchir et de bien vous rappeler que vous êtes organisateur, donc responsable. Alors, si on reprend un petit peu le sujet des formulaires, pour organiser une manifestation, qui doit inscrire l'événement? C'est du coup, si... c'est l'organisateur. Merci, excuse-moi, c'est parce qu'il y a un écho. En fonction de la structure porteuse, effectivement, si vous êtes un musée, ça peut être la personne chargée du projet dans le musée, ça peut être la direction. En fait, ça peut être un peu qui veut. Hein, à vous de nous dire ensuite dans le champ fonction qui vous êtes pour que nous, derrière, on sache à qui on s'adresse. Mais comme je le disais, si vous êtes une association, est-ce qu'il y a une personne qui est vraiment le responsable de l'association qui va s'en occuper ou est-ce qu'il y a une autre personne qui est souvent la personne qui s'en charge? Maintenant, à vous de décider entre vous. Nous, on n'a pas tellement de besoins ou de préférences. C'est plutôt selon votre structure et votre envie. J'ajouterai un petit point juste, ce sont les organisateurs de l'événement, les participants qui se rattachent à l'événement doivent se faire inscrire par l'organisateur. Oui, c'était peut-être pas clair en effet, mais c'est la personne qui remplit la fiche qui remplit pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est elle qui ajoute les participants et c'est pas les participants qui vont venir se rattacher derrière. Donc par contre, il y aura sûrement un échange entre vous pour avoir toutes les infos de tout le monde pour bien les remplir, mais c'est une seule personne qui va tout remplir. Pas besoin de créer un compte si vous êtes rattaché à une manifestation.
Vous donnez juste vos informations à l'organisateur et c'est cette personne-là qui va remplir. C'est pas vous qui recréez un autre profil. Voilà. Alors ensuite, on a une question un peu pointue. Donc elle écrit « Activité principale signifie qu'un néo-artisan qui poursuit son activité initiale, dois-je refaire une candidature sur le site officiel ?» avec une répétition de quelqu'un d'autre qui dit si on fait de l'intérim à côté. En fait, pour moi, c'est est-ce que si on est artisan en plus d'une autre activité, cela est possible de s'inscrire ou pas? Alors, ça dépend un peu des cas. Si vous voulez, dans l'absolu, on vous demande que ce soit votre activité principale, en théorie. Maintenant, on se rend bien compte que si vous avez besoin d'un petit complément de salaire à côté, notre idée, c'est pas de vous tirer dans les pattes et de vous empêcher de gagner du public et donc de la visibilité et donc d'en faire votre activité principale à terme. Donc là-dessus, en général, il n'y a pas de souci si à côté de ça, vous faites une activité. Maintenant, voilà, c'est un peu au cas par cas aussi. Si vraiment, à l'inverse, pour vous, c'est un dixième de votre temps et que c'est plutôt une activité de type hobby, c'est pas un événement qui est fait pour les personnes qui ont une activité secondaire dans ce sens-là. On essaye vraiment de valoriser les professionnels des métiers d'art et de les aider à s'améliorer. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais oui. Ça me semble clair. Voilà. Pour continuer, est-ce qu'on peut modifier la programmation après l'inscription de l'événement? Et ben comme je le disais, une fois qu'on a déposé sa fiche, non, on ne peut plus la modifier. On peut la modifier quand elle est en brouillon. Après, si vraiment vous trouvez une énormité une fois que votre fiche a été validée, vous pouvez revenir sur le compte. Il me semble qu'une fois que la fiche est validée, vous pourrez apporter des modifications mineures. Mais si besoin, entre-temps, vous pouvez toujours écrire à la coordination régionale. Ce sont elles qui vont modérer les fiches, donc vous pouvez écrire à votre personne référente et lui dire attention, pardon, je me suis trompée, j'ai mis, je sais pas trop quoi, mais j'ai ajouté une personne dans mes participants invités et puis finalement elle a un impératif, elle pourra pas être là, est-ce que vous pouvez la supprimer? Et bah voilà, on s'arrange comme ça. Alors, des questions un peu plus chiffrées. Combien d'ateliers peut-on proposer par événement? Alors ça, c'est vraiment à votre libre appréciation. Encore une fois, c'est vous l'organisateur de l'événement. Donc nous, on n'a vraiment pas de préférence, je dirais. Maintenant, ça dépend ce que vous proposez. Par exemple, si vous proposez un petit atelier qui dure 1h30, 2 heures, vous pouvez en faire toutes les 2 heures pendant 2 jours. Si vous avez envie de participer toute la semaine, vous pouvez faire toute la semaine. Gardez en tête que le public, a priori, en semaine, ce sera surtout des scolaires ou des professionnels. Vous n'aurez pas trop de grand public les jours de semaine, mais vous pouvez proposer des choses les soirées, par exemple, et puis le samedi, dimanche. Honnêtement, ça dépend beaucoup de ce que vous faites. Je pense que pour un atelier, si en tout cas c'est quelque chose où les gens s'initient et essayent la matière, il faut pas faire en dessous de 45 minutes, 1 heure, parce que ça me paraît court sinon, le temps de découvrir, un peu faire des choses. Donc je dirais au moins 1 heure à 2 heures. Maintenant, si vous voulez faire un atelier d'une demi-journée, c'est possible. Enfin, c'est vraiment, tout est sur mesure. Si vous voulez dire je fais un atelier le samedi matin parce que je sais qu'en général il y a moins de gens, donc stratégiquement je fais un atelier le samedi matin pour remplir ma jauge, admettons avec 10 personnes, et puis portes ouvertes le samedi après-midi et tout le dimanche. Vous pouvez. À l'inverse, si vous vous dites je veux faire un atelier pour les enfants, je vais le faire le dimanche après-midi. Enfin, vraiment libre à vous de décider là-dessus. Voilà. Alors, pour rester encore une fois dans les chiffres, est-ce qu'on a un maximum d'invités par événement? Non. On a des très grosses manifestations tous les ans. Par exemple, en Bretagne, il y a une manifestation qui est quasi annuelle, qui revient tous les ans, où il y a 100 personnes invitées. Donc, c'est une grosse fiche qui met beaucoup de temps à être remplie par l'organisateur et beaucoup de temps à être modérée par les coordinateurs. Mais voilà, il y a des très grosses manifestations qui s'organisent dans le cadre des GEMA. Il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de participants, je ne vous cache pas. Mais parfois, il y a des gros lieux qui peuvent accueillir beaucoup de personnes. Donc, non, pas de jauge. Alors, sur les photos, est-ce qu'on a le droit de faire des montages photos? Bien sûr. Si vous souhaitez mettre plus de photos en une seule, c'est une bonne idée. Sur internet, vous avez des sites gratuits pour faire des petits montages avec 4 photos
comme ça, ou même sur le téléphone, des fois il y a des applications, donc aucun problème. Gardez juste en tête qu'il faut que ce soit lisible, parce que si vous mettez 4 photos et que les 4 sont des montages avec 10 photos chacune, bon, ça va peut-être faire un peu too much. Il faut quand même que le public y comprenne quelque chose. Mais oui, si vous voulez faire un montage avec plusieurs photos, vous pouvez. Mais voilà, vous pouvez aussi mettre jusqu'à 4 photos. Donc, voyez si c'est pertinent de mettre plus que 4 photos. Ça dépend un peu ce que vous avez à montrer. Mais après, comme vous mettez votre site aussi, le public peut cliquer, aller voir. Voilà. Alors, si on propose, je vais reprendre la lecture de chat parce que je me suis du coup arrêtée. On demande si l'on propose un atelier de fabrication à l'issue duquel les participants repartent avec un objet, peut-on demander une participation aux frais, matières et consommables, ou cela va-t-il à l'encontre des règles de gratuité des GEMA? Très belle question. Très très bonne question en effet. Alors effectivement, on vous demande de faire des activités gratuites dans le cadre des GEMA, puisque l'idée c'est d'avoir le plus grand public possible. Maintenant, effectivement, quand on fait des ateliers où on propose par exemple de fabriquer sa cuillère en bois et de repartir avec, on a conscience que pour vous, ça vous demande d'avoir un coût de matière et de oui, de matériel. Donc, vous pouvez demander une petite participation qui, attention, ne doit pas vous faire de bénéfices. L'idée, c'est effectivement juste de payer cette matière que vous allez donner dans ce cadre-là. Donc, vous pouvez effectivement demander 5, 20 euros en fonction du sujet. On vous demande quand même que ce soit pas excessif parce que si on fait un atelier et qu'on demande 100 euros, pour le coup, les GEMA, c'est pas un atelier, on n'est pas sur un atelier week-endou, on n'est pas sur un atelier d'initiation qui dure 3 heures et où les gens viennent vraiment faire une pièce de A à Z. L'idée, c'est de la découverte, l'idée, c'est d'attirer le public pour qu'ils viennent découvrir. Donc voilà, on vous demande de bien penser à faire le plus accessible possible. Maintenant, on entend tout à fait le coût de la matière, pas de souci pour faire un petit frais pour dédommagement. Là-dessus, aucun problème. Alors ensuite, on a une question de Lucie qui nous demande est-ce que si on est en couveuse d'entreprise et donc qu'on n'a pas de matricule, est-ce qu'on peut utiliser le ciré de la couveuse? Oui, pas de souci. Alors je l'ai pas dit à l'oral, je sais pas si vous avez vu, mais dans le formulaire, quand on s'inscrit en tant que professionnel dans les statuts, il y a bien une ligne couveuse d'entreprise, incubateur et tous ces formats-là. Donc pas de problème, oui, oui. Alors ensuite, on a une question de Christelle qui revient sur le sujet de l'activité principale et qui dit si une entreprise a plusieurs activités, ça ne veut pas spécialement dire que c'est le métier principal qui prime sur les autres. Alors, c'est dur sans avoir les cas précis. Si une entreprise a plusieurs activités, ça va un peu dépendre très honnêtement d'un cas à l'autre. S'il y a un super métier d'art, mais qu'il va en complément d'une autre activité qui fonctionne avec pour la création des objets que fait l'entreprise, a priori, pourquoi pas, tant que vous montrez le côté métier d'art. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de valoriser les métiers d'art plutôt que le reste. Par exemple, des fois, on a des personnes qui sont peintres et sculpteurs. La peinture artistique, c'est pas un métier d'art. C'est pas dans la liste officielle des métiers d'art. Par contre, la sculpture, oui. Donc, on vous demande, vous pouvez ouvrir l'atelier où il y a vos peintures et vos sculptures. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de présenter la sculpture. Voilà. On va jamais venir regarder non plus si vous êtes à 100% de votre temps. Enfin, on n'est pas dans des choses aussi pointues non plus. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est juste d'être un professionnel des métiers d'art. En fait, l'idée c'est de vous valoriser. C'est pas de valoriser des personnes qui feraient du DIY le dimanche, quoi. C'est surtout ça la distinction en fait. Voilà. Bien, je crois que nous n'avons plus de questions. On peut peut-être encore attendre 1 ou 2 minutes, mais les gens commencent à nous quitter. Donc D'accord, voilà. très bien. Ah, il y en a une dernière qui est revenue. Delphine nous demande, je me permets de vous reposer la question, est-il possible d'accéder au programme des années précédentes pour voir qui participerait dans notre région? À minima, est-il possible d'accéder à des fiches événements des années précédentes pour voir comment c'est formulé ou le type d'animation proposé? Alors oui et non, parce que on a nettoyé le site de toutes les fiches de l'année dernière pour accueillir bientôt les fiches de cette année. Donc c'était en ligne jusqu'à il y a peu, malheureusement jusqu'à je pense la fin du mois de novembre, tout était en ligne. Et puis maintenant on a supprimé les fiches de l'année dernière, hein, puisqu'elles étaient caduques. Donc vous n'avez plus les choses en ligne.
Après, vous pouvez consulter le bilan qui est sur le site des GEMA. Ça peut vous donner une idée de... C'est pas exhaustif, vous n'aurez pas tous les événements français, mais on a fait un bilan par thème, par région, par thème... oui, j'ai déjà dit thème. Ça peut vous donner quelques exemples. Le bilan, vous pouvez le retrouver dans l'onglet à propos des GEMA. Quand vous êtes sur le site, le petit menu camembert en haut à gauche, vous avez à propos des GEMA et vous avez le bilan là-dedans. Donc vous pouvez le consulter, ça vous donne une idée. Et puis par contre, après, je peux pas vous donner la liste de tout ce qui s'est fait l'année dernière parce que nous, dans les exports qu'on a, on garde une trace, bien sûr, de tous les événements, mais on a du coup toutes les données des personnes. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour des questions de réglementation RGPD. Je peux pas vous envoyer un Excel avec toutes les informations de tout le monde. Maintenant, si vous avez des questions ou si vous cherchez des gens proches de chez vous, je vous encourage à contacter la coordination régionale. En général, ils savent très bien ce qui se passe dans la région. Si au niveau de la région, ils ont un doute, ils vont se renseigner avec leurs collègues qui sont en département, donc ils sauront vraiment vous renseigner. Et puis, pour des exemples d'événements, très honnêtement, soit aussi sur les réseaux sociaux, si vous allez voir sur Instagram, Facebook, en cliquant sur les hashtags, les choses comme ça, vous allez voir les événements de l'année dernière. Et puis ouais, sinon dans le bilan, c'est un document qui fait un certain nombre de pages, donc vous allez avoir quand même pas mal d'exemples. Voilà. Et j'ai vu passer aussi dans le chat une question, je me permets de revenir dessus. Pour les ateliers à domicile, Christiane Oran-Blanco, si votre atelier est à domicile, c'est vraiment pour le coup à votre appréciation, si vous pouvez accueillir du public ou pas chez vous. Rien ne vous en empêche si vous souhaitez le faire. Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le faire, qui ne le font pas, et qui donc se rattachent à des événements collectifs parce qu'elles n'ont pas d'atelier autre que chez elles. Mais si vous êtes à l'aise de le faire, si votre atelier il est dans votre garage ou votre salon et que voilà, vous avez envie, aucun problème pour nous, il n'y a pas de soucis. Alors, il y a une question qui est assez intéressante, c'est concernant la valorisation du Portugal, que prévoyez-vous ? Alors, je suis un peu passée dessus tout à l'heure. On va, comme pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, faire une valorisation dans la communication, dans la presse. On va valoriser les savoir-faire emblématiques du patrimoine, du Portugal, pardon. On va faire le premier lancement international aussi. On va se rendre au Portugal avec nos élus, avec une délégation, pour aller voir aussi ce qui se passe sur place. Parce que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses pendant les GEMA qu'on ne peut pas toujours tout voir. Donc on va faire un lancement en région et un lancement dans le pays à l'honneur. On va faire aussi ce qu'on appelle une petite fiche pays, qui est une petite fiche récapitulative de l'artisanat au Portugal. Ça peut être pour vous si vous êtes intéressé par l'export, ça peut être pour les institutions culturelles. L'idée, c'est de faire un petit topo sur comment est l'artisanat dans les autres pays. Donc on fait à chaque fois le pays à l'honneur et puis on avance d'année en année. Et puis, qu'est-ce que j'oublie ? Pas grand-chose. Si, on va les aider, comme le Portugal participe depuis 2013. Bon, c'est déjà pas si mal, vous me direz, mais ils sont du coup c'est plus récent qu'en France où les GEMA existent depuis 2002. Donc, on va les aider aussi à démarcher des nouveaux lieux, à prendre un peu de temps pour essayer de faire des rendez-vous d'exception, créer des nouvelles participations intéressantes, etc. Donc voilà, c'est ça la mise à l'honneur. Et puis, encore une fois, dans la presse, dans la communication. Alors, je pense qu'on peut finir avec les 2 dernières questions, parce qu'il est déjà 12h15. On a une première question de quelqu'un qui nous demande si notre kit de com convient pour faire imprimer l'affiche sur une bâche grand format. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas trop parlé du kit de com. Il est en ligne actuellement sur le site, je crois même dans la page bonne pratique dont je vous parlais. Mais sachez que je vais l'actualiser parce que, je vais vous dire un secret, mais qui n'est pas si secret que ça. En fait, l'Institut national des métiers d'art va changer de nom à partir du mois de mars. On va s'appeler l'Institut pour les savoir-faire français. Et donc, avec un changement de nom, on va à un nouveau logo, un nouveau site, etc. Donc, on a changé le logo sur tous les supports visuels pour les GEMA, puisque les GEMA seront en avril, donc après le lancement de ce nouveau nom. Donc, vous verrez en exclusivité le nouveau logo dans le kit de communication. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti officiellement, ce sera le 21 mars. Mais voilà, en tout cas, on vous donne quand même les supports pour que vous puissiez communiquer, commencer à faire vos affiches, que vous les ayez, etc.
Et donc, dans ce kit de com que vous trouverez sur le site dans l'onglet Bonnes pratiques, vous avez tous les supports pour le web, pour les réseaux sociaux, les sites, etc. Et tous les supports pour l'impression, donc les affiches, les bannières, les flèches directionnelles. Et vous verrez, alors on n'a peut-être pas le format Bash dans les supports qui sont créés, mais avec InDesign et les outils de communication, vous avez tous les supports pour remettre sur un format bannière le visuel, les dates, les thèmes, etc. Donc voilà. Et j'ajouterai d'ailleurs pour information, c'est un peu annexe, mais je vous donne l'info aussi, puisque l'Institut va changer de nom et qu'on va avoir un nouveau site, non pas pour les GEMA, je vous rassure, mais pour l'Institut. Le site institutionnel change et on va refaire l'annuaire des métiers d'art qui, alors peut-être certains d'entre vous l'ont connu, mais on avait un annuaire des métiers d'art en France qui n'était plus très pratique et plus à jour. Donc on a refait une nouvelle version avec ce nouveau site et vous recevrez un mail prochainement pour vous inscrire sur cet annuaire si vous le souhaitez. Voilà. Je vois aussi une autre question sur les sondages et sur un sondage comme l'année dernière en format papier. Oui, tous les ans, on fait des sondages, des enquêtes pendant les GEMA. On fait une enquête non seulement auprès des visiteurs pour avoir des informations très précieuses sur les envies et les manières d'être de notre visitorat, mais on fait aussi un sondage auprès de vous. Une fois que vous avez participé, on vous enverra, alors c'est pas forcément format papier, souvent c'est plutôt format mail, format digital, mais on vous enverra un petit sondage pour savoir, je sais pas, ce que vous avez pensé de l'événement, comment ça s'est déroulé, combien de visiteurs vous avez eu. N'hésitez pas à essayer de tenir un petit décompte parce que nous, ça nous permet derrière d'agglomérer toutes les infos de tout le monde et de savoir combien il y a eu de visiteurs au total sur l'événement, sur les 7000 événements français. Donc voilà, pour nous, c'est très très précieux. Vous le recevrez sûrement via newsletter et puis vous le verrez aussi sur les réseaux sociaux, etc. une fois l'événement passé. Pour nous, ouais, c'est vraiment la source de données la plus précieuse. Hein, vos réponses, sachez que le bilan dont je vous parlais, là, que vous pouvez consulter sur le site, celui de l'année dernière, il est entièrement basé sur vos retours, les retours du visitorat et les retours des coordinations régionales. On n'invente aucun nombre, aucun pourcentage, tout est vraiment tiré des enquêtes. Voilà. La dernière, c'est est-ce que l'enregistrement sera disponible en ligne ou est-ce qu'il pourra être revu? Oui, tout à fait. On va mettre le replay sur la plateforme, je pense dans l'onglet candidature du site. En dessous du bouton candidature, on mettra le replay dès qu'on l'a. Donc en général, ça prend un jour ou deux, le temps qu'au niveau technique, on ait tous les fichiers qu'il faut. Voilà. Et puis après, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, comme je disais, soit à vous tourner vers la coordination régionale, soit à écrire à l'adresse contact des GEMA que vous trouvez sur le site. On vous répondra. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et pour toutes vos questions. J'espère que j'étais claire. Et puis après, n'hésitez pas à aller bidouiller sur le site. Hein. Vous pouvez créer votre profil, revenir plus tard, créer un brouillon, le modifier. Voilà, c'est fait pour qu'on puisse prendre son temps. Vous avez encore 20 jours devant vous puisqu'on ne ferme les inscriptions que le 31, donc pas d'inquiétude. Voilà. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis aussi de très bonnes GEMA. Au revoir, bonne journée.